Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain Ozoui, bonsoir à tous. À la une ce soir, aux États-Unis, Joe Biden se dirige-t-il vers la victoire ? Les derniers résultats sont en faveur du candidat démocrate à la Maison-Blanche et son équipe annonce une bonne nouvelle très prochainement. Mais le sortant Donald Trump s'accroche et il multiplie les recours en justice. L'Indonésie entre en récession, conséquence de la pandémie de coronavirus. Le 4e pays le plus peuplé au monde voit désormais son économie fortement chuter. Et la crise sanitaire qui s'aggrave, l'Organisation mondiale de la santé évoque une explosion des contagions en Europe. Et les autorités françaises affirment que la France est aujourd'hui le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de cas depuis le début de la pandémie. Le journal En français facile. Aux États-Unis, l'heure du dénouement semble approcher. Oui, 2 jours après l'élection présidentielle, des résultats sont attendus dans plusieurs États clés, là où la victoire se joue. C'est le cas de la Géorgie et du Nevada. La tendance est en faveur de Joe Biden, après avoir été dans un premier temps en faveur de Donald Trump. Mais depuis, les opérations de dépouillement ont placé le candidat démocrate en tête. On rappelle que ce dépouillement prend du temps car 100 millions d'habitants ont voté par anticipation en raison de la pandémie de coronavirus. Et Donald Trump n'entend pas s'avouer vaincu pour autant. Il a déjà annoncé des recours dans tous les États revendiqués par Joe Biden. D'où le sentiment étrange des électeurs qui soutiennent Joe Biden. À l'image de Nathan Franklin, il est âgé de 40 ans. Rencontré dans le Wisconsin par les envoyés spéciaux de RFI Stéphanie Schuller et Bertrand Eclair. On dirait que Joe Biden gagne, à moins que des batailles judiciaires n'en décident autrement. Pour l'instant, en tout cas, je suis optimiste. Mais à vrai dire, je me sens comme si on avait évité de justesse un désastre, mais qu'il n'y aurait rien à fêter pour autant. Pour moi, Biden n'est pas le candidat idéal, il n'est juste pas l'horrible président que nous avons eu. Et à vrai dire, je m'interroge, comment est-il possible d'avoir vécu avec un tel président pendant 4 années et d'avoir des résultats encore si serrés? J'avais espéré une réaction phénoménale, une victoire écrasante pour Joe Biden. Le fait que la moitié de notre pays soutienne toujours quelqu'un comme Donald Trump est complètement décourageant. Donc c'est un point d'étape, pas la ligne d'arrivée. Il nous reste beaucoup de boulot. This is a mile marker, not the finish line. We've got a lot of work left. Voilà, témoignage de soutien de Joe Biden dans le Wisconsin. Ce soir, la directrice de campagne de Joe Biden déclare « Je pense que la journée sera très positive pour le vice-président. Nous sommes absolument certains que Joe Biden sera le prochain président des États-Unis, à suivre donc dans les toutes prochaines heures. » La pandémie de coronavirus et des conséquences toujours plus inquiétantes sur l'économie. Oui, on va parler de l'aspect sanitaire dans un instant. Mais aujourd'hui, on a effectivement appris que le 4e pays le plus peuplé au monde entrait officiellement en récession. Il s'agit de l'Indonésie. Alors on dit qu'un pays entre en récession quand sa croissance est ralentie pendant plusieurs mois. Donc c'est le cas de l'Indonésie qui a vu son économie chuter fortement ces 6 derniers mois. Chute de 4% en moyenne du produit intérieur brut. Précision de notre correspondant en Asie du Sud-Est, Gabriel Maréchaux. Les actions du président indonésien pour éviter que l'économie de son pays ne soit pas trop touchée par le coronavirus n'auront donc pas suffi. Il s'était refusé à déclarer un confinement général pour ne pas arrêter les activités. Il avait fourni ensuite une aide financière conséquente pour permettre aux Indonésiens d'acheter des billets d'avion et encourager ainsi le tourisme intérieur. Mais l'impact du virus a fini par frapper. Et c'est les plans même de Joko Widodo qui sont alors partis en fumée, élu l'année dernière avec la promesse de poursuivre la croissance annuelle de 5% de
son mandat précédent malgré plusieurs catastrophes naturelles. Aujourd'hui, la récession réveille aussi de mauvais souvenirs pour la première économie d'Asie du Sud-Est, car la dernière fois que le pays a connu un tel scénario, c'était en 1998, année de la crise économique asiatique. Les mesures d'austérité très dures prises alors avaient fait quitter les bancs de l'école à 5 millions d'enfants et la crise devenue sociale avait précipité la fin du dictateur Suharto. Gabriel Maréchaux, Kuala Lumpur, RFI. Et puis les conséquences économiques de la crise du coronavirus également en Europe. Le vice-président de la Commission européenne affirme que la dette publique devrait dépasser cette année les 100%. Et en Europe, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, évoque une explosion des contagions. Oui, le directeur Europe de l'OMS a fait un nouveau point aujourd'hui, évoquant 1 million de nouveaux cas en seulement quelques jours en Europe. Alors les États-Unis constituent le pays le plus endeuillé par la pandémie, mais c'est en Europe que la maladie progresse le plus vite. Dans ce contexte, de nombreux pays d'Europe ont procédé à un reconfinement. C'est le cas depuis ce jeudi de l'Angleterre et de ses 56 millions d'habitants. Les commerces non essentiels devront fermer en Angleterre. Les restaurants, les pubs, les cafés ne pourront désormais proposer que des livraisons ou de la vente à emporter. En revanche, les écoles vont rester ouvertes. Et d'ailleurs, le directeur Europe de l'OMS insiste sur le fait que les écoles ne doivent être fermées qu'en dernier ressort. En France, le verdict à l'encontre de Sid Ahmed Glam. Oui, c'est cet étudiant algérien qui était jugé pour un projet d'attentat contre une église de Villejuif, près de Paris. C'était en avril 2015, donc c'était 3 mois après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Et au cours de ce projet d'attentat, une femme de 32 ans avait été tuée. Sid Ahmed Glam donc est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, c'est-à-dire la prison à vie, avec une période de sûreté de 22 ans. Ça veut dire qu'aucune demande de libération ne sera acceptée avant 22 ans. Et Romain, dans le contexte de menaces terroristes renforcées en France, Emmanuel Macron a fait des annonces aujourd'hui. Oui, le chef de l'État était en déplacement à la frontière franco-espagnole. Il annonce le doublement des forces déployées aux frontières. Elles vont passer de 2400 à 4800, annonce Emmanuel Macron. Et il s'est dit favorable à une refondation en profondeur des règles de l'espace Schengen, donc revoir complètement la libre circulation qui est en vigueur dans cet espace Schengen, donc au sein de l'Europe. C'est un appel qui devrait poser question à Bruxelles. Correspondance Pierre Benazé. À Bruxelles, l'appel d'Emmanuel Macron à réformer les règles de Schengen n'est évidemment pas tombé dans l'oreille d'un sourd, car la gestion des frontières internes de l'Union européenne a été un vrai casse-tête depuis la fin mars. Mais pour l'instant, on se garde bien ici de réagir, car on attend des actes. Les attaques politiques contre Schengen sont légion. La zone de libre circulation est une cible de choix à travers l'Europe en période de crise. Souvent, ces attaques politiques sont à consommation interne, purement destinées à l'opinion publique nationale, et ces poussées de fièvre sont devenues une habitude aux yeux de l'UE. En revanche, la volonté du président français de présenter au sommet européen de décembre des propositions tangibles pour mener une réforme a évidemment un intérêt direct pour la Commission européenne. Alors que la gestion de Schengen fait partie de ses prérogatives, elle a bien pris soin de ne pas donner de consignes contraignantes de réouverture au mois de juin et se contente depuis de préconiser une harmonisation des pratiques. Une réforme de Schengen pourrait donc la satisfaire car elle permettrait peut-être une meilleure gestion des frontières en période de crise. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI. C'est la fin de ce journal en français facile. Il est 21h10 ici à Paris.